Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition qui prend la direction de la République démocratique du Congo. La RDC est l'un des 5 pays les plus pauvres au monde selon la Banque mondiale et pourtant, il déborde de richesses minières, en particulier dans l'Est, dans la région du Nord Kivu. Depuis 1994 et le génocide au Rwanda voisin, les affrontements entre de multiples groupes armés n'ont quasiment jamais cessé. Et comme dans tous les conflits, les femmes en sont les premières victimes. Une guerre dans la guerre qui est menée contre elles, comme en témoigne aujourd'hui notre invitée, Justine Masika Biamba, fondatrice de Synergie des femmes pour les victimes des violences sexuelles. Avant d'en parler avec elle, on va faire un point sur la situation sur place avec ce reportage d'Aurélie Bazara Kibangula et Glody Morabazi. Des allées et venues incessantes. Dans cette église, de nouveaux déplacés arrivent tous les jours. Depuis le 7 février, date de la dernière offensive rebelle du M23, plus de 135 000 personnes sont arrivées en périphérie de Goma, dans le dénuement le plus total. J'attends qu'on m'appelle. J'espère avoir de la nourriture et des bâches car on dort dehors. Nos enfants ont besoin de soins médicaux car la situation est catastrophique avec tout ce monde ici. Installée dans un coin de l'édifice, Julie range les maigres affaires qu'elle a pu sauver. Le visage marqué par la fatigue, elle tente de survivre avec ses enfants. On m'a donné un peu de farine avec de l'eau pour donner à mon enfant. Il ne me reste que ces deux-là. J'ai perdu 2 autres de mes enfants lorsque j'ai fui. Je ne sais pas où ils sont. Il y avait beaucoup de gens sur la route et nous sommes arrivés jusqu'ici à pied. Dans le Nord Kivu, la situation humanitaire est catastrophique. Depuis le début du conflit fin 2021, plus de 2 millions de personnes ont fui les affrontements. Depuis 2 semaines, les combats se sont sensiblement rapprochés de Goma. Donc on se retrouve vraiment avec des structures d'accueil qui sont complètement saturées, avec des services, que ce soit de l'eau, de l'hygiène, des soins de santé, qui ne répondent plus du tout à la masse de gens. Illustration de cette saturation, le camp de Boulengo, aux portes de Goma. Des milliers de familles y vivent dans des abris faits de simples bâches. Ajoutée à cette précarité, la peur de devoir fuir à nouveau. On entend des détonations tous les jours. Il y a des positions d'artillerie installées juste à côté de nous, à environ 500 mètres du camp. 500 mètres à cause. Des médiations ont été lancées par l'Angola et Nairobi pour tenter de mettre fin au conflit. Sans succès, cet éleveur a perdu tout espoir de voir la paix revenir dans l'est du Congo. Si les autorités ont le pouvoir de finir cette guerre, ils peuvent la finir. Sinon, ils peuvent nous envoyer dans un autre pays où on sera en paix et que cette région reste un champ de bataille. Les autorités congolaises comme les humanitaires sont dépassées par l'ampleur de la crise. Dans le Nord Kivu, les familles se posent toutes une même question. Quand est-ce qu'elles vont pouvoir rentrer chez elles ? Et on va aller plus loin sur cette question avec notre invitée, Justine Masika Biamba. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles, SFVS. C'est un regroupement de 35 associations. Vous racontez cette histoire qui est aussi la vôtre d'ailleurs dans cet ouvrage Femmes debout face à la guerre. C'est aux éditions de l'Aube. Ça fait des décennies que vous l'avez créée, cette association, à Goma, la grande ville de l'Est de la RDC. Et depuis 2003, vous avez pu venir en aide à plus de 18 000 femmes. C'est à la fois énorme et tout petit par rapport à la proportion de femmes qui sont victimes de violences sexuelles dans la région, avec un pic, dites-vous, depuis la fin des années 90. Expliquez-nous. Oui, merci beaucoup pour la parole. Ce qui est vrai, comme vous l'avez dit, c'est énorme et tout petit. Puisque là, aujourd'hui, on a accompagné 18 000 femmes quand la guerre n'avait pas encore repris. Aujourd'hui, quand la guerre a repris, nous sommes au-delà des 18 000. Mais aussi, il y a des femmes qui sont violées chaque jour. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui dénoncent. Parce que les femmes que nous, on connaît, ce sont les femmes qui sont passées par notre organisation. Mais il y a des femmes qui passent par d'autres organisations. Donc, les 18 000, c'est tout petit, comme vous l'avez dit. Et ce qui est vrai est que la guerre est utilisée comme arme de guerre. Puisque les partis au conflit, lorsqu'ils violent des femmes, ce n'est pas pour les plaisirs sexuels, pas du tout. C'est pour détruire. C'est une arme de destruction. Puisque là, lorsqu'ils introduisent les objets pointus dans les organes génitaux des femmes, c'est pour détruire. Lorsqu'ils abusent les femmes de tout un village, c'est uniquement pour détruire. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que c'est une stratégie qui vient d'en haut, une stratégie qui est même assumée par la direction des différents belligérants.
Oui, puisque nous avons eu le temps de parler, de discuter avec les chefs de plusieurs groupes armés. Il y a certains qui nous ont dit la femme est sacrée. Et lorsqu'on abuse une femme mariée, son mari se voit sans force et sans valeur, sa femme a été déshonorée. Donc là, ils nous ont vraiment confirmé que la valeur de l'homme se trouve à travers sa femme. Donc pour anéantir un homme, il faut abuser son épouse. Vous racontez sur le problème de la justice qu'il y a une difficulté à dénoncer, que parfois le remède est pire que le mal. Pour quelle raison? Oui, l'injustice, je ne dirais pas l'injustice, mais c'est la lutte contre l'impunité. Là, en RDC, c'est vraiment... Les gens, ils commettent des viols puisqu'ils savent que la justice va juger avec complaisance. Moi, je dis complaisance, puisque normalement, les fractions de viols est punissable de 5 à 20 ans. Mais vous allez voir facilement, on va condamner quelqu'un à 3 ans. Et c'est pour cela que moi, je dis, c'est une impunité déguisée. Puisque normalement, il devrait être puni à plus de 5 ans, mais on le punit à 3 ans. Et en plus de cela, il ne va pas rester en prison, puisque là, il y a des arrangements à l'amiable. Et là, il va sortir, pas seulement les arrangements à l'amiable, mais aussi il va payer la caution pour une liberté provisoire. Mais en RDC, si tu as une liberté provisoire, c'est une liberté définitive. Et vous parlez aussi de cette ostracisation des femmes qui, pour avoir dénoncé, se retrouvent mises au banc de la société, parfois chassées par leur mari, abandonnées, parfois enceintes avec des grossesses non désirées. Que deviennent d'ailleurs les enfants issus de ces viols? Oui, les enfants issus du viol restent toujours un problème en RDC. Ce qui est vrai, il y a déjà une loi. Bon, il y a d'abord le protocole de Maputo. Et en 2000, le protocole de Maputo qui autorise l'avortement pour viol, pour manque de capacité mentale de la maman et aussi pour l'inceste. Et en 2019, il y a une loi qui a été votée même en RDC. Mais sa mise en œuvre reste un problème jusqu'à aujourd'hui. L'avortement n'est quasiment pas autorisé en RDC. N'est pas autorisé malgré que ça se trouve sur papier. Dans la praticabilité, ça n'existe pas. Mais sur papier, ça se trouve et ça reste un grand problème. Pour les enfants issus du viol, si je reviens sur les enfants issus du viol, ça reste un problème. Puisque nous disons aux mamans, l'enfant n'a pas voulu naître par viol. Et là, ce n'est pas de sa faute. La maman doit accepter cette maman puisque ses enfants ne sont même pas acceptés par leur maman. Et la maman doit accepter cet enfant puisqu'il est innocent. Il n'a pas voulu qu'il vienne par la voie de viol ou par les circonstances de viol. Et là, ce que nous faisons, c'est de voir comment on peut aider la maman à avoir une activité génératrice de revenus et de scolariser l'enfant. Et je peux dire que notre premier enfant, il a eu son diplôme d'État cette année, donc le bac. Donc il y a de l'espoir pour ces enfants et donc les femmes qui ont ces enfants, ces mères, malgré elles, malgré tout, retrouvent le chemin de l'espoir. Oui, puisque là, vraiment, on travaille beaucoup avec elles pour leur montrer que l'enfant est innocent. Il faut que la maman accepte, puisque c'est un accident qu'elle a connu, et elle non plus, elle n'a pas voulu ça. Il ne faut pas que l'enfant devienne victime 2 fois. Vous relatez cette phrase qui vous arrive par l'une de vos filles, qui dit que chez les jeunes hommes à Goma, il y a cette idée qu'il faut tuer pour devenir un homme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a toute une génération perdue pour ceux qui n'ont connu que la guerre? Bon, je dirais que ce n'est pas en ville de Goma, c'est surtout dans les milieux qui sont en guerre. Puisqu'il y a des jeunes gens aujourd'hui qui ont 30 ans, qui n'ont jamais connu la paix. Ils n'ont jamais passé la nuit dans une maison. Ils se déplacent. Lorsqu'ils se déplacent dans ces villages, on attaque et encore ils se déplacent. Ils se déplacent continuellement. Et ils n'ont pas d'autre modèle. Le modèle qu'ils ont, c'est le modèle des chefs de groupes armés. Et lorsque tu leur poses la question, ton leader c'est qui? Ils te citent facilement un chef de groupe armé, puisqu'ils n'ont pas d'autre modèle.
Outre le génocide au Rwanda en 1994, il y a ces pays frontaliers avec qui il y a une grande porosité qui permettent de passer d'un pays à un autre très facilement, très rapidement, donc notamment pour les génocidaires ou les différents belligérants. Et puis il y a aussi la très grande richesse du sous-sol du Nord Kivu, cette richesse avec du coltan, du cobalt, du lithium. Pour vous, c'est une bénédiction ou une malédiction? Je dirais normalement, on peut dire que ça devrait être une bénédiction pour nous, mais malheureusement, puisqu'à cause de toutes ces richesses et la convoitise, ce n'est pas seulement la convoitise de nos voisins, mais la convoitise aussi au niveau international fait que ces richesses deviennent une malédiction. Puisque là, les Congolais sont en guerre pendant 30 ans à cause de ces richesses. Quelle est la responsabilité de la communauté internationale? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je crois que la communauté internationale, surtout les Français, aujourd'hui comme je suis en France, ils croient que la guerre au Congo, elle est vraiment très loin, elle n'est pas prête. Et pourtant, vous avez vos portables dans les mains. Vous avez aussi les ordinateurs qui vous facilitent tout. Aujourd'hui, c'est les développements écologiques, tout ça. Vous avez la facilité, mais nous, ça nous tue. Tout ce que nous pouvons demander, nous vous facilitons les développements économiques, la communication, mais nous aussi, donnez-nous la paix. Rien que la paix. Et pour la paix, vous y travaillez donc avec Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Je voudrais quand même souligner qu'il y a de belles histoires avec cette organisation de 35 associations, puisque certaines d'entre elles se disent anciennes victimes et désormais viennent en aide aux victimes d'aujourd'hui. Oui, là, vraiment, c'est ce qui me donne la force, puisque les femmes qui nous sont arrivées étaient désespérées, elles n'avaient plus l'espoir de vivre, mais avec notre accompagnement, elles se disent non, nous devons travailler pour les autres. Et elles sont là, aujourd'hui actrices, c'est la force. Et là, c'est une bonne chose pour la synergie. Eh bien, merci beaucoup, Justine Masika-Biamba, pour ces témoignages qu'on peut retrouver donc dans votre livre « Femmes debout face à la guerre ». C'est aux éditions de l'Aube. Merci d'être venue témoigner sur le plateau d'Actuel. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.